Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Appart. L'Appart, vous le savez, c'est toutes les 2 semaines un entretien privilégié avec un décideur lié à l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons l'un des gourous français de la robotique, Bruno Bonnel. Créateur de l'entreprise de jeux vidéo Infogrames et du fournisseur d'accès Infony, Bruno Bonnel est tombé tout petit dans la marmite du numérique. Depuis le début des années 2000, il se consacre exclusivement à ses premières amours, les robots. Aujourd'hui, patron de Robopolis et d'Awabot, il est également l'organisateur du salon InnoRobot qui se tient chaque année à Lyon. Bruno Bonnel, bonjour et merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation dans l'Appart. Bruno Bonnel, pourquoi cette passion pour les robots? C'est une passion qui remonte à longtemps. J'ai créé mon premier robot, j'avais 10 ans, à partir d'un moteur de machine à laver que j'ai démonté. C'était un robot épouvantail, donc j'avais mis deux morceaux de bois autour de ce moteur. Dans mon imaginaire d'enfant de 10 ans, il a vécu 1 minute, donc je suppose qu'il m'a juste explosé la figure. Et puis il y a eu le fantasme de la science-fiction. Mais par contre, toujours une conviction, c'est qu'il y avait un moment de technologie à atteindre ou à attendre avant que les robots soient là. Et je crois que ce moment est arrivé, donc j'ai pu transformer une passion d'enfance, un fantasme, un rêve en industrie. Donc finalement, j'ai toujours suivi la même voie qui m'a amené au robot. Je crois que c'est important d'ancrer la réalité de la robotique dans l'imaginaire des gens et d'arrêter de fantasmer sur le robot androïde, le robot humanoïde. Le fait qu'ils voient dans un même lieu cette année 300 robots, dont une trentaine d'ailleurs qui n'avaient jamais été sortis des laboratoires, le fait qu'ils puissent parler avec des créateurs de robots, ça suscite des vocations, ça ouvre les yeux, ça fait réfléchir. Donc j'espère que les salons vont continuer à avoir ce rôle-là. Alors je pense que par contre ça sera certainement d'autres formes dans le futur parce que les robots auront envahi les maisons et le niveau d'exigence sera un petit peu plus supérieur, mais c'est une jolie expérience que de faire découvrir à la fois au monde professionnel et au monde personnel la robotique et un petit peu le futur. Quels sont vos robots préférés aujourd'hui? Les robots qui m'intéressent, c'est les robots qui sont pensés pour travailler en collaboration avec l'homme. D'ailleurs, je n'utilise presque plus, moi, le mot robot, j'utilise le mot cobo. C'est-à-dire, j'utilise le mot d'un robot qui est collaboratif ou qui est un compagnon ou qui est un collègue. C'est-à-dire, par exemple par exemple, le robot qui assiste un chirurgien pour une opération très complexe où le rôle du chirurgien est valorisé parce qu'il a à analyser précisément ce qu'il faut faire, mais il confie le geste à un robot dont la précision sera des milliers de fois supérieure à la sienne. Donc cette collaboration homme-machine entre un expert comme un neurochirurgien et une machine sophistiquée comme par exemple le robot Rosa, qui est une société qui est à Montpellier, invention française, ça montre qu'on est sur la bonne voie. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder une robotique comme isolée du monde des humains, ni en compétition, mais bien évidemment en collaboration. On a beaucoup fantasmé, on a beaucoup vu aussi à InnoRobot les exosquelettes, ces espèces d'armures qui décuplent la force des êtres humains. À quoi ça peut servir? Je pense qu'on est sur une route là, de l'exosquelette qui me rappelle un peu ces premières machines où on essayait, où il y avait beaucoup de métal, beaucoup de boulons, on cherchait un peu, on explorait. Voilà. Ils vont se simplifier. Je pense qu'il y aura des costumes, un peu comme ceux que nous portons aujourd'hui, qui seront capables de faire de l'assistance beaucoup plus fine. Il faut une évolution des matériaux, il faut une évolution des composants, il faut beaucoup de choses plus sophistiquées. Mais ce à quoi ils peuvent servir, dans la même idée du confort, de la conduite de la voiture dont on parlait tout à l'heure, on pourrait imaginer que des gens qui sont dans des situations de handicap ou qui ont simplement besoin de renforcer leur structure musculaire pour des raisons pratiques, par exemple des gens qui travaillent travaux pénibles à la ferme, par exemple, ça se fait beaucoup au Japon, on essaye des exosquelettes sur des fermiers pour qu'ils puissent travailler plus longtemps. Je crois que la piste des exosquelettes, elle va surtout se simplifier, voire, ça fait toujours peur, devenir une piste cybernétique, c'est-à-dire qu'elle s'intégrera à l'être humain et qu'on pourrait imaginer des prothèses exosquelettes. Mais vous, ça ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur parce que je pense qu'on a déjà des objets de ce type-là dans le corps. On a déjà des pacemakers, ils sauvent des vies. Si on peut passer de sauver des vies à améliorer vraiment le confort de vie, on est dans une bonne logique. Alors il y aura une limite à ne pas franchir, une limite éthique, qui sera effectivement, je ne me ferai pas changer le bras juste pour le plaisir de me faire changer le bras. Il devrait y avoir des règles éthiques à suivre. Mais je crois que l'homme augmenté sera une réalité de notre quotidien demain. Il l'est de plus en plus dans la prothèse, donc on va qualifier de passive, la hanche, le genou ou que sais-je. Il le sera dans la prothèse active sans aucun doute. Bruno Bonnel, votre timeline, quelles sont les grandes dates, les grands moments de votre parcours professionnel? On l'a évoqué tout à l'heure, qui est très riche. Je crois qu'il y a quelques dates simples. Il y a 83, création d'Infogrames, donc qui devient un des principaux éditeurs de logiciels une vingtaine d'années après, de jeux vidéo. Il
il y a une date très importante pour moi, c'est la création d'Infony. Hein, c'est 95, c'est-à-dire bien avant la vague Internet, une espèce de fournisseur d'accès Internet. Un des premiers, le premier en France, hein, le premier qui donnait au grand public. C'est-à-dire qu'il y avait on pouvait avoir accès à l'Internet dans certaines conditions, mais en termes de grand public, avec cette idée de la box, hein, c'était intéressant. Alors Infonie, c'est 95 et un lancement en 96. Et puis une autre belle date quand même, c'est 2006, quand j'ai racheté une petite boutique boulevard Malesherbes à Paris, Beaumarchais à Paris, qui s'appelait Robopolis. Et j'ai acheté ça comme un mec qui aime les gâteaux achète une pâtisserie en me disant je ne sais pas ce que j'en ferai mais c'est sympa. Et puis comme ma aventure Infogrames Atari s'est terminée en 2007, je me dis tiens je vais me reconcentrer là-dessus. Et finalement j'ai rejoint mon rêve d'enfance. On revient au départ. D'avoir mes petites pâtisseries, mes petits robots dans la boutique, c'est devenu Robopolis. Alors Bruno Bonnel, quels sont vos fails? Dans l'histoire d'Infony, la grosse erreur, ça a été de ne pas choisir assez vite de basculer sur HTML et de conserver à l'époque un langage qui était propriétaire, qui s'appelait Ladybird. Et je pense que ça a été une vraie erreur. Et j'aurais dû écouter Bill Gates quand il a basculé, rappelez-vous, de MSN, il a basculé dans le HTML pratiquement overnight, ce qui pour une société comme Microsoft était juste incroyable. Il y a une espèce de Titanic qui change de cap. Hein. Pardon pour Titanic, pour Microsoft, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire une espèce de paquebot qui change de cap. Et je voulais vraiment pas le dire. Nous, on n'a pas fait ce move assez vite, et ça, c'était une erreur. C'était une vraie erreur stratégique. Bruno Bonnel, alors vous baignez dans l'innovation depuis toujours, hein, depuis que vous avez créé votre premier petit robot, vous nous l'expliquez tout à l'heure. Quelles sont, à votre avis, les innovations qui vont émerger, alors dans votre domaine ou pas, dans les années qui viennent? Il y en a deux, trois. La première, c'est tout ce qui tourne autour de la manipulation de cellules végétales pour faire des ordinateurs. C'est-à-dire tout ce qui est biocomputing au sens global du terme. C'est-à-dire comment on peut gérer... Vous savez qu'il y a 1 million d'échanges d'informations chimiques par seconde dans chaque cellule de notre corps. Si on arrivait à garder et à conserver et à canaliser une partie de cette énergie, ça serait pas mal. Donc, moi, l'idée d'arroser mon ordinateur tous les matins, ça me fait plaisir. Une autre piste des choses qui m'intéressent, ça n'a rien à voir, c'est dans le domaine de la nourriture. C'est effectivement, j'ai vu récemment un jeune designer absolument génial qui m'a dit on va manger beaucoup d'insectes dans le futur, on ne va pas pouvoir les manger comme ça parce que ça ne sera pas accepté, donc on va les réduire en poudre, on va faire de la protéine d'insectes. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec cette protéine d'insectes? Si on fait des boulettes, ça va être pas terrible. Donc il est en train de travailler avec des gastronomes, scandinaves pour faire des pâtes qui ont donc des goûts très reconnaissables, des goûts qu'on connaît tous. Hein, mais donc il fait des fumées, il fait je sais pas quoi, c'est avec des chefs qui fait ça. Vous mettez l'eau à la bouche. Mais après c'est là que c'est intéressant. Il utilise la technologie des imprimantes 3D pour fabriquer des nouveaux fruits, des nouveaux légumes et des nouveaux produits à manger. Et le robot qui pourrait nous ressembler, il vous fait rêver ou pas? Alors pas du tout. Moi, je fais vraiment partie de la catégorie des gens qui ne croient pas aux androïdes, donc je suis assez radical là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui m'y amènent. D'abord, technologiquement, c'est un challenge absolument fou. C'est comme quand les gens ont imaginé de faire des avions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez à Paris, au musée des Arts et Métiers, vous avez les halls de Clément Ader qui croyaient qu'il fallait qu'on batte des ailes pour décoller. Donc on a essayé d'imiter les oiseaux, on a vu que ça n'a pas marché. Et là, on a eu la technologie, notamment l'énergie, les moteurs, qui ont permis d'avoir suffisamment de vitesse pour que l'aile puisse créer des turbulences et soulever effectivement les avions. Et bien là, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on s'obsède à essayer d'imiter l'homme alors que c'est quelque chose de très compliqué, alors que les boîtes de conserve intelligentes, type R2D2, rempliront largement ces fonctions. Parce que si j'avais été le créateur pour optimiser l'homme, je ne vous aurais pas fait comme on fait aujourd'hui. Je nous aurais mis un œil microscopique et un œil longue vue. Je nous aurais mis un bras micro et puis un bras extrêmement fort. Je nous aurais probablement mis sur roulette ou sur gyroscope, parce qu'il ne faut pas déconner, ce serait plus pratique que les deux jambes. Un micro incrusté. Hein. Voilà, on pourrait avoir un... Non mais tout ça pour dire que l'homme, il est parfait en tant qu'homme. Il n'est certainement pas parfait en tant que machine optimisée. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on veut résoudre des problèmes technologiques, pour le robot aspirateur, qui est un exemple très concret, on n'a pas été mettre un androïde qui passe l'aspirateur, on a inventé une galette qui passe sous les lits, et donc on est parti sur une autre design d'usage. Donc dans le design d'usage, l'homme est le pire des exemples pour les robots. Il est bon pour la science-fiction, il est bon pour le fantasme, il est bon pour la discussion et le débat sur la relation avec l'homme, mais ça s'arrête là.
va terminer par bien la question qu'on pose traditionnellement dans cet appart. Hein. Est-ce que vous êtes geek, tiens, Bruno Bonnel? En vous écoutant, on en est presque persuadé, mais on peut avoir une petite surprise. Non, je suis pas vraiment geek. Alors, par contre, j'ai tout l'attirail du geek. Hein. C'est-à-dire que j'ai 17 écrans chez moi, je les ai comptés l'autre jour. Je crois vraiment qu'on a une rupture aujourd'hui entre le monde analogique qui continue, c'est-à-dire en gros les personnes de plus de 50 ans, qui continuent à être ici. J'en fais partie, j'ai 55 ans. Donc c'est le monde analogique. Et puis ce monde numérique, c'est-à-dire les moins de 25 ans. Et comme ils cohabitent tous aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de drame comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale qui a éliminé des générations. Ils cohabitent tous et cette incompréhension est réelle. Donc moi, je suis en train de faire une campagne pour dire aux anciens, apprenez aux jeunes l'humanité et aux jeunes, apprenez aux anciens la technologie. Et justement, on n'est plus dans une distribution de la connaissance qui est dans un sens, mais qui devient vraiment interactive. Et si on arrivait à faire ça, si on arrivait à rétablir ce dialogue, je pense qu'on sera beaucoup plus cool pour les années à venir et on trouvera effectivement des solutions à toutes les crises, entre guillemets, qu'on nous décrit. Plus on devient vieux, plus on devient analogique, en fait. En fait, vous savez, j'ai un très bon ami qui s'appelle Frédéric Kaplan, que je vous invite à visiter un jour à l'EPFL, qui travaille sur les Digital Humanities. Il s'est rendu compte que la mémoire digitale de l'humanité est très très peu profonde, hein, c'est en gros une vingtaine d'années, ou peut-être 25 ans. Et du coup, si on se projette à 25 ans, comme ça sera celle-là qui restera, les Wikipédia, les images, les Internets, etc., ben on va oublier de la mémoire analogique de l'humanité. Donc il travaille en ce moment, par exemple, sur le Facebook de Jean-Jacques Rousseau ou sur le Google Maps de la Venise du XIVe siècle. Parce qu'il dit, je ne veux pas qu'on les perde, donc il ne faut pas qu'ils restent dans les bibliothèques. Il faut numériser tout ça. Il faut non seulement numériser, mais il faut maintenant le rendre logique et abordable pour les réseaux sociaux du futur. Donc ça, je trouve que si les geeks du monde entier pouvaient s'y mettre, c'est-à-dire digitaliser le passé grâce aux anciens, on ferait un super progrès. Alors ça pourrait être le mot de la fin, mais quand même, une petite question très terre à terre pour conclure. Quel est votre, puisqu'on la pose à tous nos invités, quel est votre smartphone? Vous êtes plutôt iPhone, Android, BlackBerry? Alors j'ai les deux, j'ai BlackBerry et smartphone, et iPhone. Je suis Android parce que aussi, mais pour une autre raison, c'est que l'operating system, voilà, l'operating system qui semble s'imposer maintenant au niveau de la robotique, c'est l'Android. Donc, en gros, je me balade toujours avec trois smartphones sur moi, deux qui restent au fond de mon sac et un qui est dans ma poche, mais je vous dirai pas lequel. Et les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, j'ai tout. Twitter, j'ai un Twitter, j'ai un Facebook, j'ai une page Facebook. Donc, mon Facebook privé, c'est pour mes amis, ma page Facebook, c'est plus pour le grand public, sachant que je vais vous faire un aveu, je ne voulais pas aller sur Facebook et c'est une grande erreur parce que je crois qu'il faut qu'on s'impose de digitaliser notre vie parce que l'interaction avec ces machines qui nous aideront demain passera par leur connaissance intime de notre intimité numérique. Et ça passera par les réseaux sociaux. Et ça passera certainement par les réseaux sociaux. Donc j'encourage vraiment les gens à digitaliser leur vie, même si ça leur paraît inutile aujourd'hui, ça servira demain. Donc racontez que vous allez au resto. Avec certaines limites quand même, non? Les limites que les gens donneront à leur intimité numérique. C'est pas à moi de le choisir. Merci Bruno Bonnel. Je vous en prie. Merci d'avoir été notre invité dans l'appart. Et bien voilà, l'appart revient dans 2 semaines, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.